sommes le vendredi 16 décembre. Bienvenue pour un nouveau journal Afrique sur TV5 Monde. Et à la une de l'actualité africaine aujourd'hui, c'est la plus grosse attaque djihadiste jamais perpétrée contre l'armée burkinabé. Cela s'est passé à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Et une quarantaine d'individus armés ont ouvert le feu sur une position militaire. 12 soldats ont perdu la vie. Correspondance depuis Ouagadougou de Fanny Noirot. Depuis plus d'un an, le Burkina Faso subit ces incursions terroristes avec un mode opératoire quasi systématique. Ces attaques se déroulent aux frontières maliennes et nigériennes, un vendredi et en direction des forces armées. Pourquoi les forces armées ? Parce qu'elles gênent la progression des groupes terroristes qui subissent des revers côté malien et qui souhaitent donc traverser la frontière et installer des katibas ici au Burkina Faso. Sans nul doute, cette attaque va relancer la volonté du gouvernement burkinabé de récupérer son contingent de casques bleus actuellement au Darfour, c'est environ 800 hommes, afin de les redéployer sur son territoire à la frontière. Il y a quelques jours à peine, la MINUSMA s'est engagée à redéployer les militaires burkinabés près de la frontière. C'est signe que cette menace terroriste est plus que présente, alors que dans un mois tout juste, le Burkina Faso commémorera le premier anniversaire de l'attaque terroriste contre le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide à Ouagadougou, une attaque qui a fait 30 morts. Patrimoine en danger. Lors du Conseil international des musées, une liste rouge des biens culturels en péril a été dressée. Toute l'Afrique de l'Ouest est concernée, mais c'est au Mali qu'il y a urgence. En cause, le trafic illicite d'objets d'art. Le reportage à Bamako de Kao Magassa, un commentaire signé Antoine Delpierre. Ces ouvrages religieux du XIIIe siècle ne doivent leur conservation qu'aux bonnes âmes des Maliens qui les ont soustraits aux attaques djihadistes en 2013. Désormais protégés, c'est une autre menace qui plane aujourd'hui sur les manuscrits de Tombouctou. Les événements de 2012 au Mali ont mis en exergue la situation dramatique dans laquelle les manuscrits étaient. Aujourd'hui, en plus, avec toute la publicité qui a été faite sur les manuscrits deviennent de plus en plus effectivement des objets qui sont sensibles à la question du trafic illicite. C'est pour ça effectivement qu'on les a introduits. Introduits dans cette liste rouge, dévoilée aujourd'hui à Bamako, résultat d'un partenariat entre les musées et collectionneurs reconnus au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire ou encore au Togo, une sélection de 44 statues, stèles, bijoux ou objets du quotidien susceptibles d'être l'objet d'un trafic d'art. Donc ce sont des objets qui d'abord et avant tout sont en demande sur le marché de l'art, qui proviennent d'une région instable où il y a eu des pillages, où on sait que le patrimoine est en péril pour des raisons d'insécurité et qui ne devraient pas sortir du pays et qui ne devraient pas transiter d'un pays à l'autre. Et avant de se porter acquéreur d'un de ces objets, il faut s'assurer de sa légalité. Plus qu'un simple catalogue, cette liste rouge illustre les types d'artefacts qui peuvent nourrir le trafic en Afrique de l'Ouest et doit permettre à l'avenir aux douaniers et aux policiers de distinguer les objets d'art interdits à la vente. Le chef d'état-major gambien de la MINUAD, la force des Nations Unies au Soudan, n'ira pas visiter ses troupes au Darfour. Décision de l'ONU qui a donc décidé d'annuler cette visite. Une mesure qui intervient après la prise de contrôle des locaux de la Commission électorale indépendante gambienne par l'armée mardi. Pour les Nations Unies, l'armée doit rester neutre. Une semaine après le volte-face de Yahya Jammeh qui a décidé de ne plus reconnaître le résultat de la présidentielle en Gambie, le Conseil de sécurité de l'ONU lui a adressé un nouveau message. On écoute. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU recommandent vivement au président Jammeh de coopérer pour assurer la mise en place d'un processus de transition pacifique et ordonné. Ils réitèrent leur appel à toutes les parties concernées, y compris les forces de sécurité, pour qu'elles exercent leur mission en s'abstenant de toute violence. Ils insistent aussi pour que la sécurité du président élu Adama Barrow et celle de tous les citoyens gambiens soit entièrement assurée. Et le nouveau secrétaire général de l'ONU met en place son équipe. Il a nommé la Nigériane Amina Mohamed au poste de secrétaire générale adjointe de l'ONU. Amina Mohamed est actuellement ministre de l'Environnement du Nigeria. Elle avait déjà été conseillère spéciale de Ban Ki-moon, le secrétaire général sortant.
On part à présent en Côte d'Ivoire où la campagne pour les législatives est terminée. Un scrutin qui devrait signer le retour de l'opposition au Parlement puisqu'il n'y a plus de boycott du FPI. Autre fait marquant de cette élection, la présence massive de candidats indépendants issus soit de la majorité actuelle, soit de la société civile ivoirienne. Beaucoup de questions en revanche concernant la participation. Depuis Abidjan, correspondance d'Ange Armagnani. Le principal enjeu de ces législatives, c'est bien évidemment la possibilité d'un retour au Parlement de l'opposition, ce qui changerait l'actuelle configuration de cette institution, presque entièrement acquise aujourd'hui à Alassane Ouattara. L'autre intérêt de ces législatives, c'est la participation massive de candidats indépendants issus soit de la majorité au pouvoir, soit de la société civile ivoirienne. Ils représentent plus de la moitié des candidats en lice. Et autre chiffre important, 12% des candidats sont des femmes et 200 d'entre elles sont tête de liste dans leur circonscription. Enfin, il faut noter qu'ici, les législatives n'ont jamais mobilisé un grand nombre d'électeurs, d'où la question du taux de participation. Un mois seulement après la tenue d'un référendum constitutionnel qui n'a pas mobilisé un grand nombre d'Ivoiriens. 255 sièges de députés sont à pourvoir au soir du scrutin dimanche prochain. Des images signées Landry Flan. La marche des avocats au Gabon, une cinquantaine d'avocats au barreau de Libreville ont marché ce vendredi dans les rues de la capitale pour protester contre les menaces subies par leur collègue Maître Éric Igaïga. Maître Éric Igaïga, qui est l'un des défenseurs de Jean Ping et qui a échappé à un enlèvement dans la nuit de jeudi à vendredi. Après avoir reçu la visite d'hommes armés cagoulés, il a donc dû fuir sa maison. Aujourd'hui, le barreau de Libreville avait donc décidé de se mobiliser afin d'appeler le pouvoir à cesser ces intimidations. On écoute Akumbu Molunou, bâtonnier de l'ordre des avocats gabonais. Cela suffit pour nous pour que la menace soit dénoncée fermement, parce que le pire aurait pu arriver. On aurait pu l'enlever. Et l'enlevant, je ne sais pas ce qu'on aurait pu en faire. C'est ce que nous dénonçons. Peu importe la personne qui a pris l'initiative de ce comportement-là. Nous dénonçons le comportement. Un espoir dans la lutte contre le paludisme, cette maladie qui tue 500 000 personnes par an, en grande majorité sur le continent africain. Au Burkina Faso, un savon est en ce moment en test. C'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche d'un jeune chercheur burundais. Ce savon pourrait sauver 100 000 vies d'ici 2020. Les explications de Maud Roubaud. Un courageux volontaire accepte de plonger sa main dans cette boîte remplie de moustiques affamés. Gérard Nyondiko, lui, observe leur comportement. C'est lui qui est à l'initiative de ce projet de savon. La formule du répulsif est encore en phase de test pour trouver les principes actifs les plus efficaces. Dans la liste des ingrédients, des huiles essentielles issues de plantes locales. Si on peut les produire localement, non seulement on va créer des emplois, de nouveaux emplois, mais aussi ça va nous permettre d'avoir des huiles essentielles à coût très bas et du coup minimiser à la fin le coût du savon qu'on va mettre en place. L'idée lui est venue en constatant que le paludisme continuait à faire des ravages malgré la distribution de moustiquaires. Le savon offrirait donc une protection à un prix accessible. Pas besoin non plus de changer ses habitudes de vie. Les populations, les hommes pourraient donc se doucher, se laver avec ce savon et n'importe où, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, seront donc protégés. Et c'est comme si on élargissait la couverture en fait, de protection à l'extérieur donc, des maisons. Grâce à un financement participatif, le projet avance. Gérard Nyondiko espère que le savon sera ensuite homologué par l'OMS. Il pourrait de cette façon être recommandé à tous les pays touchés par le paludisme.
Allez, avant de se quitter, je vous propose de nous enjailler un petit peu en musique avec le dernier titre de Fally Ipupa, le rossignol congolais associé l'espace d'un morceau. Kinam à Booba fait déjà un malheur en 48 heures. Il cumule plus d'1 million de vues sur YouTube. C'est déjà le titre le plus téléchargé du moment. Fally Ipupa qui viendra bien sûr très vite dans le Journal Afrique nous présenter son nouvel album. On écoute un morceau de Kinam. Balle dans la tête n'est pas la meilleure répartie, mais la plus efficace. Paris je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. Balle dans la tête n'est pas la meilleure répartie, mais la plus efficace. Paris je t'aime, Zlatan est parti quand même. Voilà, c'est la fin de votre Journal Afrique, un journal que vous pourrez revoir sur la page Facebook de votre Journal Afrique ou sur le site internet de TV5 Monde. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à demain.